Au titre de ce journal, nouveaux systèmes de défense anti-aériens sont déployés en Ukraine. L'annonce a été faite hier lundi par le ministre ukrainien de la Défense qui se réjouit du renforcement de la protection du ciel ukrainien harcelé par les bombardements russes. Le carburant devient une denrée rare en Centrafrique. Les pompes des stations-service sont vides. Et pour contourner cette situation, les automobilistes n'ont d'autre choix que de se tourner vers le marché noir. Et en Côte d'Ivoire, Dabou a abrité le 4 novembre la première assemblée générale du district autonome des Lagunes. Le point dans ce journal avec nos reporters. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité militaire en Ukraine, Kiev a salué ce lundi l'arrivée de systèmes de défense anti-aériens fournis par ses alliés occidentaux. Ces armements devraient, selon le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, renforcer la protection du ciel ukrainien face aux bombardements incessants de la Russie. Le ministre ukrainien de la Défense s'est réjoui ce lundi de la réception de nouveaux systèmes pour la défense anti-aérienne. Les systèmes NASAM et Aspidé, envoyés par les États-Unis, l'Espagne et la Norvège, doivent permettre à la défense ukrainienne de contrer les bombardements russes sur les infrastructures du pays qui provoquent coupures d'eau et d'électricité. De son côté, le Kremlin a refusé de commenter une information du Wall Street Journal concernant des discussions avec les États-Unis sur une possible désescalade en Ukraine. Nous n'avons rien à dire sur cet article, a déclaré Dmitry Peskov. Les journaux anglo-saxons publient beaucoup de fausses informations. Nous avons déjà dit à plusieurs reprises être ouverts à la réalisation de nos objectifs par le biais de négociations. Mais nous avons également attiré à plusieurs reprises l'attention de tous sur le fait qu'à l'heure actuelle, nous ne voyons pas de telles possibilités. Car Kiev a adopté une loi qui empêche la tenue de négociations avec la partie russe. Début octobre, après l'annexion de force de 4 régions ukrainiennes par Moscou, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait signé un décret formalisant l'impossibilité de négocier avec la Russie tant que Vladimir Poutine en serait le président. En attendant, les habitants de Kiev font face à des coupures de courant et s'inquiètent à l'approche de l'hiver. Et toujours à propos du conflit en Ukraine, la bataille de Kherson se rapproche avec la progression lente mais pressante des forces ukrainiennes et pendant ce temps, les évacuations de civils par Moscou se poursuivent. En Ukraine, les bombardements se sont poursuivis ce week-end dans l'Est, touchant une fois encore des zones civiles et des infrastructures énergétiques. La ville de Kherson, annexée par la Russie, était ainsi sans eau ni électricité après des frappes sur des lignes à haute tension dont Moscou et Kiev se rejettent la responsabilité. Une intense bataille pourrait se jouer prochainement dans cette ville du sud-est de l'Ukraine où l'armée russe procède à l'évacuation de civils vers l'autre rive du fleuve Dniepr. Des évacuations qualifiées de déportation par Kiev qui accuse Moscou de vouloir installer la panique au sein de la population. Les civils auraient reçu sur leur téléphone portable des messages de l'armée russe les informant de frappes imminentes de l'armée ukrainienne. Celle-ci espère reconquérir la ville de Kherson avant que l'hiver ne s'installe, qui risque de ralentir la progression des chars. Côté russe, le ministère de la Défense a publié ces images d'un entraînement en Sibérie censé montrer des soldats enrôlés suite à la mobilisation partielle décrétée en septembre par Vladimir Poutine. Armes modernes et uniformes flambant neufs, Moscou veut à tout prix démentir les informations faisant état d'un sous-équipement de son armée. Enfin, les parties russes et ukrainiennes ont procédé à un nouvel échange de prisonniers à Amroviska, dans la région annexée de Donetsk. Ces hommes ont ainsi pu retrouver leurs épouses et leurs mères. L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont tenu des discussions hier lundi à Washington sous l'égide de la diplomatie américaine. La reprise des pourparlers entre les deux pays intervenait après les nouveaux bombardements frontaliers dans la région du Haut-Karabakh. Notons que la semaine dernière, les deux dirigeants avaient été convoqués à Moscou par le président russe Vladimir Poutine dans le cadre d'un sommet tripartite visant à régler ce différend. Retour sur les causes de ce conflit dans cet élément. Les soldats azerbaïdjanais tentant de traverser la frontière arménienne. C'est ce que montreraient ces vidéos d'après le ministère arménien de la Défense. Les combats entre les deux armées ont repris la nuit dernière.
Une agression, dénonce Yerevan. Une riposte, affirme Bakou. Dans la nuit, des groupes de sabotage des forces arméniennes ont profité des zones montagneuses et de la présence de ravins dans la zone pour déposer des mines sur différentes routes d'approvisionnement utilisées par les forces azerbaïdjanaises. L'Azerbaïdjan essaie de faire croire que ces actions sont une réponse à une soi-disant provocation de l'Arménie. Mais nous sommes en mesure d'affirmer que ces informations sont fausses et n'ont rien à voir avec la réalité. Plusieurs dizaines de soldats arméniens auraient perdu la vie selon le Premier ministre Nikol Pachinian. Le gouvernement azerbaïdjanais n'a lui pas communiqué sur ces pertes. 3 villes en Arménie auraient été visées par des bombardements. Il s'agit de Goris, Sotk et Jermouk. Habituellement, depuis plusieurs dizaines d'années, c'est la région montagneuse du Haut-Karabakh qui est au centre de toutes les tensions. Une enclave peuplée en majorité d'Arméniens qui a fait sécession de l'Azerbaïdjan. Il y a 2 ans, Yerevan et Bakou s'affrontaient à nouveau pour le contrôle de cette région. Une guerre perdue par l'Arménie qui a dû céder d'importants territoires à son ennemi. En tout, plus de 6500 personnes ont perdu la vie dans ces affrontements. Jusqu'ici, Yerevan a pu compter sur le soutien de la Russie. Mais Moscou, actuellement engagé dans une guerre plus compliquée que prévue en Ukraine, a pour le moment d'autres priorités. Ce qui pourrait peut-être expliquer la reprise des combats entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Bakou profitant d'une présence militaire moins importante des Russes. La situation devient de plus en plus critique pour les automobilistes en Centrafrique. Les stations-service sont vides. L'approvisionnement en carburant devient un véritable casse-tête chinois. Et dans ce contexte, ceux qui ont pignon sur rue, ce sont les revendeurs du marché noir, beaucoup plus chers, mais tout de même incontournables. La Centrafrique traverse une grave pénurie de carburant qui serait due à la crise entre la Russie et l'Ukraine. Conséquence, dans la capitale Bangui, comme dans les autres villes, plusieurs stations d'essence ne sont plus approvisionnées. Et les vendeurs ambulants d'essence et de fioul dominent le marché. Quand on va dans les stations, on ne trouve pas de carburant, explique cet homme. Alors que dans les stations, on achète un litre à 885 francs. Mais maintenant, les stations ne fonctionnent pas. Les prix élevés du carburant ont impacté ceux du transport. Ils sont nombreux à avoir décidé de ne plus faire du transport en commun. Certains conducteurs ont garé leur moto à cause de cette pénurie, parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème avec leur patron. Si vous n'achetez pas dans les stations, au bord de la route, c'est très cher et vous perdez des bénéfices. Ces revendeurs de carburant se fournissent pour la plupart au marché noir et très souvent leurs produits sont de mauvaise qualité. Mais au milieu de la crise, leur business est rentable même s'ils avouent être victimes de tracasseries aux postes aux frontières. Nous payons des taxes là-bas et du côté centrafricain, nous payons aussi les douaniers. De leur côté, c'est 100 francs par boîte. Ici, c'est 250 francs. Ce que nous faisons, nous ne gagnons pas des milliards, mais nous cherchons juste des moyens de survivre. Ce carburant, dont le prix ne cesse d'augmenter, proviendrait des pays voisins, dont la République démocratique du Congo. Cette pénurie a fait accroître le coût de la vie en Centrafrique, un pays qui se remet peu à peu des années d'instabilité. Nous demandons juste à avoir du carburant dans nos stations, car le carburant que nous prenons ici joue sur nos carburateurs et les endommage. Les motos sont endommagées, donc les autorités doivent trouver une solution pour qu'il y ait du carburant dans les stations. Le groupe Total, principal fournisseur du pays, avait été accusé par la société civile d'être à l'origine de cette pénurie dans un contexte de bruit diplomatique entre Paris et Bangui. Mais les autorités ont démenti ces accusations. La première assemblée générale du district autonome des Lagunes s'est tenue le vendredi 4 novembre dernier à Dabou. L'objectif de cette rencontre était de faire le point sur les activités de fin d'année. Reportage de Mesmer Yao. La salle de mariage de la mairie de Dabou a servi de cadre pour la première session ordinaire du conseil du district autonome des Lagunes ce vendredi 4 novembre 2022. L'OS Vincent, ministre-gouverneur, a profité pour présenter aux conseillers le bilan de ses activités. C'est ensemble que nous pouvons construire, développer notre région.
Alassane nous donne l'exemple. Il faut que nous emboîtions le pas au président Alassane. Et donc, moi, ce que je cherche, c'est que chacun apporte ce qu'il peut apporter pour le développement de notre pays. Cette première session ordinaire du district autonome des Lagunes a été fortement appréciée par les participants. Je suis rempli d'un sentiment de satisfaction. C'est vraiment un grand discours, un discours-programme qui, effectivement, s'il est réalisé, permettra au district autonome des Lagunes de devenir le cœur de la Côte d'Ivoire. C'est un beau discours, je l'ai présenté brièvement ce que c'est que le district autonome et en même temps ses attributions. Je crois que c'est une structure, pas je crois, mais c'est une structure de décentralisation et que ça puisse véritablement permettre d'apporter le mieux-être aux différentes populations du district autonome des Lagunes. Depuis la tribune de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte, le président français Emmanuel Macron repositionne la lutte contre les changements climatiques au cœur des priorités. Et lors de sa prise de parole, Emmanuel Macron a rappelé la nécessité de ne point reléguer cette question au second rang au profit de la guerre en Ukraine. Reportage. Mais dans le même temps, nous voyons nombre de nos États qui sont frappés par les conséquences même du dérèglement climatique et qui, si besoin en était, nous démontrent une fois encore que l'urgence climatique est bien là, elle n'est pas pour demain. Et donc nous n'avons au fond qu'une obligation, celle de continuer d'agir sur l'atténuation, sur l'adaptation, sur la préparation aux crises et la réparation face aux crises et aux dérèglements, tout en vivant cette période de choc, de retour de la guerre et de ses conséquences sur notre sol. On prend la direction de l'Italie à présent où les autorités refusent le débarquement de migrants clandestins au port de Catane. Seuls les migrants considérés comme vulnérables sont autorisés à fouler le sol italien, une décision qui suscite l'indignation de la Commission européenne. 2 navires de sauvetage de migrants refusent de quitter le port de Catane en Italie. Les autorités italiennes n'ont autorisé que les migrants identifiés comme les plus vulnérables du Humanity One et du Geo Barents à débarquer. Une décision contestée par la Commission européenne qui a rappelé ce lundi l'obligation légale et morale des États membres de sauver la vie des personnes en danger en mer. Le ministère allemand des Affaires étrangères a également tenu à réagir. Le sauvetage maritime civil ne doit pas être entravé. Il est de notre obligation morale et légale de ne pas laisser se noyer les personnes en péril en mer. Leur sauvetage doit être notre objectif. Le gouvernement de la nouvelle première ministre italienne d'extrême droite, Giorgia Meloni, s'est engagé à sévir contre les migrants venant par bateau d'Afrique du Nord. Le ministre de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, demande la prise en charge des migrants non autorisés à débarquer par les États des pavillons des navires humanitaires. L'Église catholique française face au scandale des abus sexuels. Ce lundi, en marge de l'Assemblée plénière d'automne des 120 membres de la Conférence des évêques de France, l'archevêque Éric Moulin-Beaufort a annoncé que 11 évêques avaient déjà eu à confronter la justice civile ou celle de l'Église pour des cas avérés. Les 120 membres de la Conférence des évêques de France étaient réunis ce lundi à Lourdes pour leur assemblée plénière d'automne. Lors d'une conférence de presse non prévue, le président, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, a annoncé que 11 évêques ou anciens évêques ont été mis en cause devant la justice civile ou la justice de l'Église pour des signalements de violences sexuelles. Parmi eux, le cardinal Jean-Pierre Ricard, ancien évêque de Bordeaux, qui a reconnu lors d'aveux envoyés ce jeudi une conduite répréhensible sur une mineure de 14 ans il y a 35 ans, ou encore Michel Sentier, l'ancien évêque du diocèse de Créteil, qui aurait exercé une emprise psychospirituelle sur 2 jeunes hommes majeurs à des fins sexuelles. Il y a aujourd'hui 6 cas d'évêques qui ont été mis en cause devant la justice de notre pays ou devant la justice canonique et qui sont connus de vous, à qui s'ajoutent désormais Monseigneur Sentier et Monseigneur Ricard. 2 autres, qui ne sont plus en fonction, font aujourd'hui l'objet d'enquêtes de la part de la justice de notre pays, après des signalements faits par un évêque et d'une procédure canonique.
Un troisième fait l'objet d'un signalement au procureur auquel aucune réponse n'a été donnée à ce jour et a reçu du Saint-Siège des mesures de restriction de son ministère. Réunis depuis jeudi dernier, les 120 membres de la Conférence des évêques de France ont pour objectif d'établir plus de transparence sur les affaires de violences sexuelles commises au sein de l'Église catholique. Nous en parlons hier, le crash d'un aéronef de la compagnie Precision Air a fait 19 morts en Tanzanie dimanche 6 novembre dernier. L'avion qui avait à son bord 43 passagers s'est écrasé dans le lac Victoria. Au lendemain de cette catastrophe aérienne, le pays a rendu hommage aux victimes mortes dans l'accident à Bukoba, au nord-ouest de la Tanzanie. Des centaines de citoyens ont rendu hommage lundi aux 19 personnes mortes lors du crash de l'avion de Precision Air dans le lac Victoria. Le Premier ministre Kassim Majaliwa a assisté à l'enterrement et a confirmé que 26 personnes avaient pu être secourues. Les informations sur les efforts de sauvetage montrent que le nombre de personnes qui ont été secourues s'élève à 26. Ce chiffre comprend 22 passagers, 2 agents de bord et 2 personnes qui ont plus tard perdu la vie. Le nombre total de personnes qui ont perdu la vie est de 19, dont 17 passagers et 2 pilotes. Cependant, 2 habitants présents sur les lieux de l'accident ont été blessés, mais ont été transportés d'urgence à l'hôpital où ils se rétablissent. Ils ont été comptés parmi les 26 personnes qui ont été sauvées. Kassim Majaliwa a également annoncé au cours de la cérémonie que le gouvernement prendrait en charge les frais d'inhumation des défunts, en plus de verser 1 million de shillings tanzaniens aux familles des victimes. À quelques jours du mondial 2022 au Qatar, les Lions de l'Atlas procèdent au dernier réglage technique pour s'offrir un parcours honorable lors de cette compétition. Visiblement, aucun détail n'est négligé, d'autant plus que le nouveau sélectionneur marocain Walid Regragui est en train de prendre ses repères. Alors que la Coupe du Monde au Qatar approche à grands pas, les joueurs marocains s'entraînent sans relâche. Membres du groupe F, où figurent la Belgique, le Canada et la Croatie, finalistes du dernier mondial, les Lions de l'Atlas semblent confiants sur leur chance d'aller plus loin que les huitièmes de finale. Aujourd'hui, les ambitions, c'est qu'on n'a rien à perdre. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur, il faut jouer pleinement sa chance. Et dans le foot, on ne sait jamais ce qui peut arriver. L'équipe marocaine peut compter sur des joueurs comme Hakim Ziyech, le milieu de terrain de Chelsea, ou encore le défenseur du Bayern de Munich, Noussaïr Mazraoui. Nous avons une équipe incroyable, avec beaucoup de qualité. Beaucoup de joueurs qui jouent dans de grands championnats en Europe et dans de grandes équipes. Je pense que nous pouvons être les outsiders, mais je pense que nous pouvons accomplir quelque chose de spécial. Pour ce mondial, le Maroc a un nouvel entraîneur, Walid Regragui, nommé il y a à peine quelques mois. Il tentera de mener les Lions de l'Atlas le plus loin possible et faire oublier leurs précédentes tentatives infructueuses. Nous devons encore travailler et corriger quelques erreurs que nous faisons. De plus, nous ne sommes pas avec ce nouvel entraîneur depuis très longtemps et nous devons être clairs sur ce qu'il attend de nous. Comment il veut que nous jouions, comment défendre, il y a encore quelques éléments à mettre au point. Le Maroc, qui participe à sa 6e Coupe du Monde, est devenu la première équipe africaine à atteindre les 8e de finale en 1986. Le PSG contre le Bayern de Munich, c'est l'affiche des 8e de finale de la Ligue des Champions. Le tirage au sort s'est effectué hier lundi à Nyons en Suisse. PSG Bayern Munich, c'est l'une des affiches réservées par le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions de football, effectué ce lundi au siège de l'UEFA à Nyon en Suisse. Il s'agira du remake de la finale de l'édition 2020 remportée par les Bavarois. De son côté, le tenant du titre, le Real Madrid, affrontera Liverpool, un adversaire qu'il connaît également très bien pour l'avoir battu en finale la saison dernière. Coup d'envoi de ces 8e de finale mi-février. Ainsi donc se referme ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure en compagnie de Adi Raymond. D'ici là, restez sur A12.